Merci à tous d'être venus. Nous sommes rassemblés pour notre deuxième cercle de lecture, le premier ayant porté sur Ian Fouéré, le livre de Ian Fouéré, L'Europe au sans drapeau. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un livre un peu moins politique, même s'il y a des choses politiques dedans. C'est donc le livre Flandre des questions qui dérangent. Le livre est ici. Livre qui a été édité par un éditeur breton, Joran Imberner. Et donc il a été écrit, c'est un livre assez récent, je n'ai pas noté la date, mais c'est un livre très récent, 2022, donc très très récent. Donc le livre a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Wido Bourrel. Wido Bourrel, c'est un auteur flamand, mais flamand, il a la particularité d'être de Flandre dite française. Il est né dans une ville qui s'appelle Caestre, et qui se trouve dans la zone flamingeante, la zone anciennement flamingeante, de la Flandre française. Donc il est né en 1955, il est encore vivant. Il a passé sa vie à militer dans des associations flamandes et il a mené une carrière en fait de chef d'entreprise, il me semble, en Flandre belge, puisqu'il parlait flamand. Donc il a pu mener une carrière en Flandre belge. Il a écrit énormément d'ouvrages sur la question flamande en français, mais aussi des ouvrages en néerlandais tout simplement. Donc dans ce livre, en fait, ce livre-là, c'est une série qui est faite par Joran Imberner, donc un éditeur breton. Il y en a sur d'autres nations, il me semble. Il y en a un sur la Savoie, un sur la Corse, un sur l'Alsace. C'est un livre en fait très généraliste qui répond à des grandes questions sur des grandes thématiques autour d'une nation sans État généralement. Voilà, donc il y en a d'autres sur l'Alsace les autres je les ai pas lus, l'Alsace, la Savoie et la Corse. Et celui-là c'est celui sur la Flandre. Donc en fait ça aborde plein de points, vous allez voir. C'est pas du tout ni un livre d'histoire ni un livre politique. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, la géographie, l'histoire, questions linguistiques, la société, etc., etc. C'est vraiment un livre qui est classé par qui est thématique en fait, c'est par thème. Donc justement, pour parler un peu de ce livre-là, on va tout simplement suivre son plan à lui, c'est-à-dire passer par thème, puisque évidemment le plan est réfléchi et ça donne une logique à l'ensemble. Alors la première chose qu'il faut dire, j'ai oublié de vous mettre la photo de Wido Bourrel en train de lire son propre livre. La première chose à dire sur la Flandre, c'est que pendant longtemps, la Flandre dite française était donc associée à l'Artois dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui est elle-même devenue après la région Hauts-de-France, en intégrant d'autres régions. La région donc Hauts-de-France. Alors on va en parler après de ce fameux nom de Hauts-de-France. L'appellation Flandre en France a quasiment disparu aujourd'hui, même s'il relève qu'elle est utilisée pour des choses touristiques parfois, mais rien de plus. Elle a disparu en tout cas des noms administratifs. Alors, en Belgique, ce qu'on nomme Flandre, c'est en réalité toute la partie néerlandophone de la Belgique, puisque la Belgique est un État séparé avec deux grandes communautés, il y a plus de communautés linguistiques que ça, mais les deux principales sont la communauté linguistique néerlandophone, au nord du pays, que vous voyez en rouge, et la communauté linguistique francophone, qui est au sud, anciennement wallonophone. En Belgique, à l'origine, la Flandre, ça ne concernait que le comté de Flandre, c'est-à-dire une petite partie, enfin pas une petite partie, mais une partie simplement de cette zone néerlandophone de la Belgique actuelle, plus la partie de la Flandre dite française qui a été rattachée au Royaume de France, plus même en fait une partie des Pays-Bas, puisque si on revient sur la carte précédente, cette partie-là faisait partie de la Flandre historique et aujourd'hui ça fait partie des Pays-Bas. Donc le nom, à la base, c'est issu du comté de Flandre. Alors, si on revient à la région Hauts-de-France, il fait remarquer quelque chose d'assez amusant, c'est que le nom de Hauts-de-France est quand même assez malheureux pour une région dont le point culminant atteint difficilement, même pas d'ailleurs, je crois, les 200 mètres d'altitude. Donc évidemment, on est sur quelque chose de assez classique dans l'État français républicain et jacobin, c'est de nommer les choses de manière complètement détachée des traditions, etc. Et donc là, on a tout simplement une région Hauts-de-France parce qu'elle est en haut de la carte, quoi. Alors, il met des choses en lumière qui sont assez intéressantes. Le nom Hauts-de-France a été débattu. Et dans deux journaux locaux, le Courrier Picard et la Voix du Nord, on avait demandé aux gens de voter justement pour le nom de la région. Alors vous allez voir à quel point c'est ridicule, les autres choix étaient peut-être encore pires que Hauts-de-France. Alors il y en a un qui est assez proche, qui était Haute-France. Pourquoi pas. Il y en a un qui était particulièrement ridicule, qui était Ch'ticardie. Ensuite, un qui est particulièrement malheureux, Centre-Europe. Voilà. Et alors là, le dernier est particulièrement ridicule, c'est Hardy-le-Nord. Voilà.
Donc c'est finalement Hauts-de-France qui a été donné pour cette région-là. Bref, en tout cas, la Flandre, à l'origine, c'est ça. Le nom de Flandre, la racine de Flandre, alors il dit que ça vient d'un mot germanique qui serait flamme et qui voudrait dire plat pays inondé. Et donc ça correspond assez bien à la géographie du lieu, puisqu'il y a une partie de la Flandre et même après des Pays-Bas, puisqu'on va voir que c'est pas si éloigné que ça, qui évidemment, une partie de leurs terres sont directement dans l'eau, et même pour certaines sous l'eau, vous le savez, pour les Pays-Bas, c'est assez connu. Ce qu'il faut retenir très rapidement pour l'histoire lointaine, c'est qu'à la base, la Flandre, c'est un mélange de Saxons, de Frisons et de Francs, voilà, qui se retrouvent au même endroit, qui ont fini par former un peuple. Mais le nom Flandre, justement, c'est pas un ethnonyme à la base, c'est plutôt le nom, voilà, quelque chose de géographique. Quelque chose qui est intéressant à noter aussi, c'est par rapport à la région Hauts-de-France, c'est qu'on parle des Hauts-de-France, alors qu'en réalité, dans l'histoire de la Flandre, ils ont été beaucoup plus reliés justement aux Pays-Bas, et en fait, la Flandre dite française est principalement un sud, en fait. Dans toute leur histoire, ils se sont considérés comme un sud, le sud des Pays-Bas, les Pays-Bas méridionaux, et absolument pas comme un nord ou comme un haut, c'était tout le contraire, et même géographiquement d'ailleurs, c'est plutôt comme ça que ça se fait, on traverse toute la Somme, etc., qui est quasiment vide, alors que là, on est sur des régions très très peuplées. Donc, c'était principalement historiquement un sud avant d'être un nord. Intéressant aussi, et c'est lié justement à ces histoires de comté de Flandre, voilà, que vous avez ici, c'est, vous avez sûrement déjà vu l'orthographe Flandre avec un S ou Flandre sans S. Et alors il répond justement à cette question-là, pourquoi Flandre avec un S ou pourquoi Flandre sans S? C'est lié justement à ces fameuses trois Flandres, après les fameuses trois Flandres qu'on a imaginées, puisque c'est une absurdité historique, mais en fait, vu qu'il y a une partie du comté de Flandre qui est aujourd'hui dans les Pays-Bas, une partie en Belgique et une partie en France, c'est comme s'il y avait trois France, quoi. Trois Flandres, une Flandre française, une Flandre belge et une Flandre hollandaise, quoi. Alors qu'en réalité, tout simplement, ça forme une seule, c'est une seule nation. Et donc lui, il dit évidemment qu'il faut y préférer toujours le Flandre sans S. Alors la frontière qui concerne la Flandre dite française, elle est ici. C'est une zone qui va en gros de Douai à Dunkerque. Et si on zoome un petit peu, elle est divisée en deux en réalité, cette Flandre dite française. Il y a la Flandre romane où on a toujours parlé, ou en tout cas depuis très longtemps, où on a parlé français ou des langues, en tout cas des langues d'Eul. Et puis la partie Westhoek où on parlait le West-Vlaams, c'est-à-dire le flamand. La frontière, autrefois, pour ceux qui connaissent un peu la région, je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui connaissent, la frontière a été fixée pendant longtemps à Neuf-Fossé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer. Donc à la frontière des anciens départements. Et justement, Neuf-Fossé, à l'origine, c'était un nom flamand, et qui voulait dire, à l'origine, c'était, en gros, le fossé neuf contre les Français. Voilà, donc c'était la zone véritablement frontière entre les deux peuples. Voilà. Et bien, ça a été francisé en Neuf-Fossé. Alors, ça c'est pour la partie géographie. Donc là, on voit déjà qu'il aborde plusieurs questions très liées à l'identité de la Flandre. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, il parle de beaucoup de choses. J'ai choisi de parler des choses qui vont nous intéresser le plus, les choses les plus marquantes. La chose la plus marquante, dont vous voyez l'image ici, c'est la fameuse bataille des Éperons d'Or. Pour certains qui ont fait des études d'histoire ou qui sont intéressés à l'histoire de France, ils doivent s'en souvenir parce que c'est une défaite tragique pour les Français, mais une grande victoire pour les Flamands. Donc on est en 1302, en juillet. Pour faire très simple, le royaume de France imposait en fait des nouveaux impôts, des taxations aux Flamands, et donc le royaume de France a provoqué des mécontentements à cause de ça. Et le 1er mai de l'année 1302, il y a donc un groupe d'artisans flamands qui sont menés par deux personnes qui sont assez connues, qui est Jan Breydel et Pieter de Koning, qui attaquent un château et tuent la garnison française qui se trouve à l'intérieur. Et le 18 mai, un peu après, se passe un événement qui est assez connu, qui s'appelle les Matines brugeoises. Donc pour certains, vous avez peut-être été dans la magnifique ville de Bruges, qui à l'époque était déjà une des villes les plus riches de l'Europe. Et donc dans cette ville, à l'époque, il y avait beaucoup de partisans du roi de France, qu'on appelait les Liliards, je crois, c'est-à-dire les partisans du Lys, et qui étaient opposés à ceux qu'on appelait les Klauwerts, je ne sais pas exactement le prononcer, Klauw veut dire griffe. Donc c'est les partisans de la griffe, c'est-à-dire du lion, c'est-à-dire de la Flandre indépendante. Et donc les matines brugeoises, tout simplement, il y avait des Français installés en garnison dans la ville de Bruges, et les artisans, les commerçants se révoltent. Et en fait, ils utilisent un nom qui est devenu connu, parce que ça a été par la suite le nom d'une organisation identitaire. En fait, les gens, pour savoir si quelqu'un était partisan du roi de France ou pas, ils leur faisaient prononcer un mot qui est Schild en Vriend, qui veut dire bouclier et ami.
Et tout simplement, la prononciation pour un francophone étant difficile, tous ceux qui ne savaient pas prononcer étaient massacrés. Donc c'est resté assez connu, c'est quelque chose de très connu dans l'imaginaire flamand. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'origine, le mot, il en parle, pourrait être peut-être pas Schildenvriend, qui veut dire dans bouclier ami, mais plutôt des Schildenvriend, qui veut dire l'ami de la guilde, ou l'ami des guildes. Et donc les guildes, vous voyez bien, c'est justement tous ces marchands, ces artisans qui se sont coalisés pour mettre dehors, si vous voulez, une noblesse, enfin un état qui est considéré comme oppressif. Le 11 juillet, une bataille, donc la fameuse bataille des Éperons d'Or se déroule. Les Flamands écrasent les troupes françaises. Alors c'est intéressant d'un point de vue militaire, c'est qu'en fait les Flamands c'était constitué surtout de milices, des artisans, des commerçants, en tout cas globalement pas des combattants professionnels, alors qu'en face c'était vraiment la chevalerie française. Tout simplement, ils les ont amenés dans des marécages, dans des bourbiers, les chevaliers français se sont empêtrés avec leurs chevaux, et eux ils sont venus avec des lances et ils ont eu tout simplement qu'à les planter une fois qu'ils étaient plantés dans les marécages, quoi. Et donc, pourquoi bataille des Éperons d'Or ? Tout simplement parce que les Éperons d'Or, c'est les éperons qu'il y avait au pied des chevaliers français. 500 ont été récupérés, 500 éperons des chevaliers français qui ont ensuite été exposés à l'église Notre-Dame de Courtrai. Voilà, donc une espèce de ciel étoilé d'éperons d'or des chevaliers français. Un peu plus tard, même le roi de France sera grièvement blessé dans une bataille contre les Flamands. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous invite, si vous allez dans la zone là-bas, d'aller à Courtrai. On y a été récemment. Et Courtrai, où il y a un magnifique musée sur la bataille des Éperons d'Or, justement. Cette indépendance, ce temps un peu de l'indépendance flamande, du comté de Flandre indépendant, ne va pas durer longtemps, puisque très rapidement, la Flandre va se retrouver intégrée dans un autre pays. Donc d'abord, ils vont se retrouver sous domination bourguignonne, et là vous avez le fameux duché de Bourgogne, qui était un état médiéval absolument monstrueux, puisqu'il allait quasiment de la Bourgogne actuelle le plus au sud, et qu'au nord, on montait jusqu'à la Hollande, les Pays-Bas. Donc c'était un état, si vous voulez, un état intermédiaire un peu entre le monde français et le monde allemand, qui s'étendait de la Bourgogne à la Flandre, et qui était un état, pour le coup, totalement multinational, puisqu'il y avait énormément de populations différentes à l'intérieur de cet état-là. Donc ils vont d'abord se retrouver sous domination bourguignonne, puis sous domination espagnole, Charles Quint, etc., puis hollandaise, et ensuite sous domination française pendant un temps. Donc ils vont passer vraiment sous plusieurs dominations différentes, et ça va marquer évidemment leur histoire. Parmi les événements un peu notables de toutes ces périodes-là, il y a la fameuse bataille de Peine en 1677 qui précipite l'annexion de la partie ouest de la Flandre, donc par la France. La France tentait alors de s'emparer de la ville de Saint-Omer, que vous connaissez peut-être pour certains, à la frontière. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Saint-Omer, à cette époque-là, fêtait chaque année la libération de la ville en 1488. Alors en 1488, la ville de Saint-Omer avait été libérée déjà des Français par les Flamands, et donc c'était devenu une fête nationale qui se faisait tous les ans. Et donc à Saint-Omer, on fêtait encore cette fête au moment de l'annexion française en 1677, en tirant des coups de canon en direction de la France. Et donc bien sûr, une fois l'annexion faite, cette fête a évidemment été interdite. Malgré tout, le sentiment flamand fut très vivant, même après l'annexion, dans la partie dite française. Et il rapporte un mot de l'intendant de Flandre qui notait en 1698 à propos des Flamands, donc je cite, « Ils sont grands amateurs de la liberté et grands ennemis de la servitude. Les Flamands sont nés avec du courage, mais ils n'aiment point la guerre. Les Flamands ne cèdent en valeur ni par terre ni par mer à aucune nation de l'Europe. » Et donc pendant longtemps, c'est cet esprit de liberté qui va animer les Flamands, pour qui la France, en fait, pour eux, ça signifiait globalement la servitude. Et donc même dans les zones francophones de la Flandre, le sentiment pro-flamand et anti-français est resté très très fort pendant très longtemps. Ensuite, on passe rapidement et on va s'intéresser donc à une figure très importante de la Flandre qui est le fameux abbé Jean-Marie Gantois, qui est d'une certaine manière, et le Jean-Marie flamand étant, le Jean-Marie breton étant Jean-Marie Perrotte, que certains connaissent. Donc c'est un peu un espèce d'équivalent flamand. Un abbé qui venait du West Hook, donc de la Flandre dite française, et il a mené tout au long du XXe siècle un grand combat culturel et politique aussi, d'une certaine manière, pour la reconnaissance et la défense de l'identité des Flamands de France. Donc lui, il était très attaché, on va en parler plus tard, à l'idée néerlandaise, c'est-à-dire l'idée que la Flandre, en fait, n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste qui sont les Pays-Bas, la Néerlande, si vous voulez. Et pour lui, la Flandre, sa Flandre à lui, c'était la partie la plus au sud, la plus méridionale, la partie méridionale tout simplement des Pays-Bas, mais c'était la même civilisation. Évidemment,
comme la plupart des autonomistes bretons, c'est ce qui lui vaudra condamnation à la libération pour, je cite, intelligence avec l'ennemi et participation à une entreprise de démoralisation de la nation, puisque, bien sûr, prétexte a été trouvé à la libération. Tous les gens qui étaient vaguement autonomistes, ou en tout cas qui n'étaient pas franco-français, bleu-blanc-rouge, étaient évidemment inquiétés. Les Bretons ont été, les militants bretons emprisonnés, envoyés dans des camps. Jean-Marie Gantois subira les mêmes choses. Voilà pour l'abbé Jean-Marie Gantois, dont il parle. Alors ensuite, il aborde les questions liées à l'identité. Là, c'était les parties histoire. La question liée à l'identité. Et il aborde notamment la fameuse question ch'ti. Alors vous allez comprendre toute l'escroquerie qui vient là-dedans. Donc en fait, l'identité flamande a connu à la libération en 1945 une condamnation morale très lourde du fait de la collaboration de certains de ces éléments. Et donc le terme flamand était devenu dans l'esprit des gens péjoratif en réalité, quoi. Les gens associaient pour eux flamand égale nazi, quasiment tout de suite, flamand collaboration, quoi. En France en particulier. Et donc on a un peu trouvé une identité de remplacement pour ça, qui est l'identité ch'ti. Alors en réalité le ch'ti à la base c'est le nom donné au parler picard, qui est parlé par des picards qui ont immigré en Flandre pour travailler. Et donc c'est une espèce de parler local, et on a étendu ça comme si c'était une identité générale. Et donc le célèbre, alors il parle un peu du célèbre navet de Danny Boone sur le sujet, qui se déroule dans la ville de Berg, dont le nom fait pas très français pour le coup, et donc il rappelle qu'en flamand son nom c'est Sint Winoxbergen. Et donc son film a participé évidemment au développement de cette identité substitution, l'identité prétendument ch'ti. Alors tous les gens qui vont dans cette région, alors bien sûr pendant un temps ça a été marketing, il y avait des bières ch'ti, les chips ch'ti, les t-shirts ch'ti, etc. Bon évidemment tout est flamand là-bas, et c'est une escroquerie, et pour certains probablement un moyen de gagner de l'argent. Alors aussi, il parle rapidement pour les questions identitaires, alors là je saute sur un certain nombre de sujets, mais il parle aussi de la question de la langue. Donc même si la Flandre cette partie de la Flandre en tout cas a été annexée par la France pendant plus de 3 siècles, la langue flamande, le Vlaams, le West-Vlaams, c'est-à-dire le dialecte de l'Ouest, va perdurer quand même jusqu'à aujourd'hui. Il reste des locuteurs, comme le breton, c'est des locuteurs très âgés. En breton, il y a un développement de l'enseignement chez les jeunes. En Flandre, en Flandre dite française, un peu moins. En tout cas, la langue connaît aujourd'hui un déclin important. On y reviendra, mais reste quand même parmi les éléments marquants de l'identité flamande quand on va encore aujourd'hui en Flandre, surtout l'architecture principalement. C'est sûr que quand on est dans cette région-là et qu'on passe la frontière, on n'a pas l'impression de changer vraiment de pays, c'est exactement la même architecture. Alors, il parle ensuite, il aborde un problème qui est très important et qui va intéresser particulièrement ceux qui s'intéressent à la question bretonne, c'est la question de la langue. C'est un problème, vous allez voir, très intéressant. Alors, avant de parler de néerlandais ou de flamand, on parlait pour les gens qui habitaient dans cette zone de la Flandre, on parlait du Diets comme langue. C'est-à-dire, en français, la traduction serait Tiwa, qui est la même racine que teuton, par exemple, c'est-à-dire une langue germanique. C'est le même racine du mot qui est utilisé dans Deutsch ou Dutch, c'est-à-dire allemand ou néerlandais. Et en fait, à l'origine, ça signifie tout simplement peuple. Donc c'est en fait la langue du peuple, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer, en opposition au latin à l'époque qui est la langue des clercs et des élites, et aux langues romanes qui à cette époque-là sont parlées donc par des étrangers, qu'ils appellent eux Wals, qui va donner après Wallon, et qui va donner aussi pour les anglo-saxons vis-à-vis des Gallois, Welsh, qui veut dire, qui est la même chose, qui désigne l'étranger si vous voulez. Donc au début c'était ça. Au Moyen-Âge, on parle de flamand comme synonyme de tiwa ou de néerlandais. On utilise tout comme synonyme. Alors maintenant, il y en a certains qui disent que flamand, néerlandais, c'est pas exactement la même chose, etc., etc. En tout cas, au Moyen-Âge, c'est synonyme. Il parle donc d'un auteur, Jos Lambrert, qui publie un livre qui utilise le terme néerlandais pour la première fois, et le livre est publié à Gand, donc en pleine Flandre, qui est aujourd'hui Flandre belge, quoi. Et son livre s'appelle... son livre, c'est justement un livre comme une méthode, si vous voulez, de néerlandais. Donc, pour lui, flamand néerlandais, c'est exactement la même chose. Et donc, il dit aussi que la première trace de néerlandais écrit se trouve en Flandre. On l'a retrouvé en Flandre au XIe siècle. Et c'est l'extrait est ici. Alors, on l'a retrouvé en réalité en Grande-Bretagne, mais c'est un texte qui venait de la Flandre. Et donc, le premier mot, enfin un des plus connus, c'est Olavochala, qui veut dire tous les oiseaux. Et
D'ailleurs, pour ceux qui parlent allemand, vous devez reconnaître un peu, même allemand et breton, on peut reconnaître un peu, comprendre le mot. Alors, se pose rapidement une question centrale, c'est est-ce que le flamand, c'est du néerlandais? Donc, lui, il pose la question. Et pour lui, évidemment, c'est une évidence, le flamand est un dialecte du néerlandais. Les gens, évidemment, comme en français, si vous voulez, ils reconnaissent l'origine d'un locuteur. Quand quelqu'un a un accent du Sud, vous savez d'où il vient, Marseille, etc., Québec. Mais pour lui, les gens, évidemment, reconnaissent l'accent, mais sont tout à fait capables de se comprendre. Alors, ensuite, il aborde donc cette question des dialectes. Le dialecte qui est parlé en France, c'est le West-Vlaams, qui est parlé aussi dans l'ouest de la Belgique, et qui est parlé, qui a été appelé ensuite Frans-Vlaams, c'est-à-dire le flamand de France, tout simplement. Donc en France, en Flandre française, on parlait un dialecte flamand, qui est appelé le flamand occidental. À la fin du 19e siècle, on était sur 500 000 locuteurs, donc quand même une partie très importante de la population, enfin la majeure partie évidemment, et le chiffre aujourd'hui a chuté à 50 000. Alors lui dit que ces estimations-là sont fausses, et il dit que c'est largement surestimé. Alors pour lui, c'est surestimé. On pourrait d'ailleurs se poser la question pour la Bretagne, mais pour lui c'est surestimé, et en fait c'est les associations de défense du flamand qui surestiment le chiffre pour justifier les subventions qu'ils vont toucher après. Donc ça paraît logique en fait, ça paraît logique. Donc ils ont tout intérêt à faire croire qu'il y a plus de locuteurs pour pouvoir montrer que ça a encore un intérêt. Donc pour lui c'est surestimé, et il le déplore évidemment. Donc pour lui c'est évidemment une variété dialectale d'un ensemble plus grand, et donc lui défend l'idée de défendre l'apprentissage du néerlandais standard en Flandre française et pas le West-Vlaams, qui est un dialecte local, probablement très agréable, et lui d'ailleurs c'est le dialecte qu'il a entendu toujours dans son enfance parlé par ses parents et par les gens autour de lui, donc il y est évidemment très attaché, mais pour lui, tout simplement, la langue écrite, c'est le néerlandais. D'ailleurs, il dit bien qu'en Flandre belge, les gens en Flandre belge parlent leur dialecte local, flamand, brabant, etc., mais ils ont conscience que c'est du néerlandais, et quand ils écrivent néerlandais, tout simplement. Donc lui défend la même chose, c'est-à-dire le néerlandais en Flandre. Donc pour lui, évidemment, il y a des arguments pour ça, pour la défense du néerlandais. C'est pas seulement parce que pour lui, défendre la langue, le flamand, c'est pas seulement défendre l'héritage des parents, etc., même si c'est une idée très sympathique, et nous, comme défenseurs de l'identité, évidemment, on est intéressés par cet aspect-là aussi. Mais lui, il dit qu'évidemment, l'apprentissage du néerlandais, c'est pas seulement patrimonial, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, puisque c'est aussi une porte ouverte pour l'emploi en Flandre belge ou même aux Pays-Bas. Et on parle de pays qui sont très dynamiques économiquement. Vous comparez alors la Wallonie et la Flandre, vous voyez bien que la Flandre est bien plus riche. Et si on compare le nord de la France, qui est dans une situation sociale assez catastrophique, il suffit de traverser la frontière, on change de monde, quoi. Donc il dit ce serait très intéressant pour des jeunes de pouvoir apprendre le néerlandais et pouvoir aller travailler après en Flandre. Donc lui, ce qu'il préconise tout simplement, on en reparlera un peu après, mais c'est une reconnaissance du dialecte West-Vlaams et en parallèle du néerlandais comme langue de France pour faciliter le développement et son apprentissage. Il passe ensuite à la question, à une question des questions assez intéressantes. Il parle des symboles tout simplement qui sont liés à la Flandre. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes d'un point de vue patrimonial et des choses plus politiques. Donc en premier lieu, il parle des symboles qui sont présents sur les murs des maisons en Flandre, en particulier en Flandre occidentale. Et vous avez peut-être déjà vu ce genre de maison pour ceux qui ont été dans la région, avec des symboles, même dans les campagnes, on voit des symboles sur les murs des maisons. Et en fait, pour beaucoup, ils s'apparentent en fait à des runes germaniques anciennes, et pour lui, c'est un héritage pré-chrétien. Il défend cette idée-là que c'est un héritage très pré-chrétien. Il y a des choses qui ressemblent à des symboles solaires, des choses qui ressemblent tout simplement à des runes germaniques. Et donc pour lui, c'est tout simplement un héritage pré-chrétien qui a perduré en Flandre. Se pose ensuite une question très intéressante aussi, qui est la question du drapeau. Pour ceux qui connaissent, évidemment, vous avez déjà vu ce drapeau-là ou ce drapeau-là. Alors, dans nos franges politiques, c'est souvent ce drapeau-là, et puis quand on va en Flandre belge, c'est surtout celui-là qu'on voit. Alors justement, le symbole, en tout cas de la Flandre, reste le lion flamand. Et ça fait pas de doute. Le symbole du lion, il est utilisé depuis le Moyen-Âge par les comtes de Flandre, c'est le symbole flamand par excellence. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois il est représenté ici avec une langue rouge et des griffes rouges, et parfois il est représenté juste en noir, sans griffes. Et en fait,
l'usage le plus ancien qui était fait, c'était celui-ci, c'est-à-dire sans les griffes et la langue rouge. Mais évidemment, en Belgique, pendant un temps, on a préféré utiliser celui avec la griffe rouge et la langue rouge, tout simplement parce que ça rappelle les couleurs du drapeau belge. Donc c'était une manière, si vous voulez, de lier l'identité flamande à la Belgique en disant, bah, vous voyez, les trois couleurs se retrouvent aussi dans le drapeau flamand. Donc les nationalistes flamands utilisent bien plus celui-là. Donc, alors pourquoi ils ont utilisé celui-là ? Bah justement, en opposition, vu qu'il n'y avait pas les couleurs, vu qu'il n'y avait pas les trois couleurs du tricolore belge, les nationalistes flamands ont préféré utiliser celui sans les griffes et la langue rouge, évidemment. Alors après, on va passer rapidement dessus, mais il aborde la question des hymnes. Donc pour lui, évidemment, l'hymne flamand, le Vlaamsele peut être utilisé comme hymne, et puis évidemment, il parle aussi de l'hymne néerlandais qui pour lui peut aussi être utilisé, puisque pour lui, comme on l'a vu, la Flandre est une partie des Pays-Bas. Donc le premier hymne, l'hymne flamand, ce serait celui de l'attachement, on va dire, à la patrie charnelle, à la Flandre, à sa région, etc. Et le second, c'est peut-être plus politique, c'est l'attachement à l'idée néerlandaise. Il y a un dernier symbole dont il parle, qui est aussi assez intéressant, qui est la fameuse croix de Bourgogne, qui est un symbole qui est utilisé encore aujourd'hui, qui est assez utilisé en Flandre, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Comme on l'a vu, la Flandre, elle a été pendant quelque temps sous domination des ducs de Bourgogne. Et les ducs de Bourgogne, eux, à la différence du roi de France, respectaient beaucoup les libertés locales des villes flamandes. Et donc pour eux, la Bourgogne, le duché de Bourgogne s'est attaché à un souvenir plutôt positif, où les villes étaient très riches, très prospères, où les gens avaient la paix, les libertés locales étaient respectées, etc. Et même le cri de Vive la Bourgogne était pendant longtemps associé à cette idée d'autonomie et de liberté locale, etc. Donc cette croix-là, elle est utilisée sur plus de 25% des constructions en Flandre occidentale. Comme on l'a vu même sur le bâtiment d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des croix, alors on en voit partout en Flandre, et c'est justement cette croix de Bourgogne. Autre symbole qui est très utilisé sur les maisons, c'est le briquet de Bourgogne. Alors je l'ai pas mis, mais c'est un symbole, alors ça ressemble pas vraiment à un briquet, c'est plutôt une espèce de U particulier qui était utilisé, et qui est en fait le symbole de l'ordre de la Toison d'Or, qui était l'ordre justement, l'ordre des ducs de Bourgogne. Voilà, donc il parle de ces symboles-là qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les maisons flamandes et qui témoignent justement de cette sympathie qu'avaient les Flamands pour l'idée bourguignonne. Alors d'ailleurs, ça c'est un endroit à Bruges où on voit justement, j'ai mis une croix de Bourgogne, et on en voit un peu partout, si vous promenez dans Bruges et que vous regardez un peu les murs, on voit des croix de Bourgogne sur les murs des bâtiments assez régulièrement. Il aborde ensuite une autre question qui est les questions de société. Donc, il déplore l'usage qui est fait de la signalisation bilingue. Alors en Flandre, maintenant, en Flandre dite française, il y a une signalisation bilingue, un peu comme ici, à part que lui, la signalisation bilingue ne lui va pas du tout simplement parce qu'elle a fait la part belle au dialecte West-Vlaams, et que la prononciation du West-Vlaams est parfois fautive par rapport à l'origine écrite, si vous voulez. Et donc il dit que parfois, comme en Bretagne en réalité, on trouve des absurdités, c'est-à-dire que le nom de la ville sur la partie française du panneau est plus proche de l'étymologie bretonne que la partie en breton. Donc lui il donne plusieurs exemples, il donne des exemples, notamment un exemple comme ça d'une ville dont en fait le nom français est plus proche du nom néerlandais à l'origine et pas le nom West-Vlaams, puisque c'est un nom de dialecte. Donc lui justement déplore que ce soit ça qui soit utilisé, et c'est même assez triste puisque pour les gens qui sont néerlandais ou flamands qui passent la frontière, ça gêne la compréhension. Donc il préfère défendre ça. Alors c'est justement très intéressant le pourquoi est-ce qu'ils défendent ce West-Vlaams et pas le néerlandais standard. Pour beaucoup d'entre eux, c'est du coup pas du tout le cas de Guido Borrell, vous l'avez compris, mais c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent dans ces associations. Comme je vous l'ai dit, l'idée flamande et l'idée néerlandaise, elle est extrêmement liée à un héritage politique qui est celui du nationalisme flamand, qui a toujours été à droite, voire très à droite, et qui, pendant les années 30 et après pendant l'occupation, a été proche de certaines idées qui ont été par la suite condamnées. Donc, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui défendent ce West-Vlaams, le flamand en Flandre dite française, en fait, sont totalement paralysés par les accusations de collaborationnisme, de nazisme qu'on pourrait faire, et du coup, tout simplement, ils n'osent pas en fait défendre le néerlandais, tellement ils ont peur d'être accusés de je ne sais quoi. Ça a été presque le cas pour la Bretagne pendant longtemps, c'était un peu la même idée. Donc, voilà, ils sont tout simplement, c'est triste à dire, mais paralysés par la peur. C'est la peur d'être associés à quelque chose, alors que c'est simplement leur langue, quoi. Donc pour lui évidemment, on l'a dit tout à l'heure, mais justement maintenir les liens avec la Flandre belge est un impératif,
Déjà, économiquement, c'est très intéressant. La Flandre belge est bien plus prospère que la partie nord de la France, évidemment. Historiquement, c'est très cohérent de maintenir les liens entre les uns et les autres. Y a de plus en plus de gens, enfin de plus en plus, ça reste modeste, mais il y a des gens, à défaut d'avoir l'enseignement bilingue néerlandais en Flandre française, il y a des gens qui tout simplement habitent à la frontière et scolarisent leurs enfants en Flandre belge, pour la bonne et simple raison que l'éducation est de meilleure qualité, et comme ça ils apprennent le néerlandais à l'école. Donc il y a de plus en plus de gens qui font le pas, qui passent la frontière. Donc lui évidemment encourage à 100% les gens à aller dans cette direction-là. Vient ensuite la dernière question, qui est, alors je passe rapidement sur certaines choses, tourisme, etc. Viennent ensuite rapidement, à la fin, les questions plus politiques. Alors la première question intéressante, c'est la question de l'État belge. L'État belge qui est né au 19e siècle, comme vous le savez, et qui n'est pas, comme on l'a cru parfois, simplement une création étrangère. Il y a eu une cohérence à l'État belge, enfin en tout cas, il y a des principautés. La plupart des principautés médiévales qui se trouvent aujourd'hui en Belgique étaient des principautés bilingues. Le Brabant, par exemple, il y avait un Brabant flamand, un Brabant wallon, pareil pour le Limbourg, etc. Enfin bref, il y a toujours, c'est des endroits où il y a toujours eu des comtés, des principautés qui étaient bilingues. L'État belge a été créé, et ce qui a fait beaucoup de mal en fait à la population flamande, c'est que l'État belge a été conçu comme un État francophone très très rapidement. C'est-à-dire qu'on a mis le français comme sur un piédestal au-dessus des autres langues, alors que 2/3 de la population parlait néerlandais et flamand. Donc en fait, on a utilisé on a mis une langue minoritaire comme sur un piédestal par rapport à la langue qui était parlée par la majorité de la population dans le Nord. C'était une époque aussi, il faut le dire, où la Flandre était vue comme la partie un peu pauvre de la Belgique, puisque à cette époque-là, c'était le fameux sillon de Sambre-et-Meuse avec toutes les grandes villes comme Charleroi, Mons, etc. Enfin, il y avait toutes les grandes villes industrielles qui étaient dans la partie francophone, et du coup, c'était plutôt la partie francophone qui dominait la Belgique, le fameux sillon de Sambre-et-Meuse, et du coup, les Flamands à cette époque-là étaient vus comme des mangeurs de patates, si vous voulez, des paysans, et donc leur langue était reléguée au second rang. Et donc, l'État belge s'est conçu très rapidement comme un État francophone. Il ne faut pas non plus imaginer que les Flamands ont été seulement les victimes de cet État belge, puisque en réalité, la bourgeoisie flamande a elle-même participé à ce processus de francisation de la Flandre, exactement comme en Bretagne, si vous voulez, les bourgeois se sont mis à apprendre le français parce que c'était chic, et donc ils ont appris le français, etc., et participé au développement du français. De la même manière, vous avez énormément de gens avec des noms flamands qui étaient flamands, qui apprenaient le français, et qui défendaient le français et l'État belge francophone. Bref, en tout cas, les choses ont fini par s'inverser. La Flandre a fini par devenir plus riche que la Wallonie, et la Wallonie a fini par connaître une crise économique terrible. Et aujourd'hui, c'est, si on regarde, je l'ai pas mis, mais des cartes chômage, etc., c'est le jour et la nuit. La Flandre est bien plus riche que la Wallonie. Et donc, évidemment, il y a une nouvelle donne, si vous voulez, qui s'est créée. Donc les Flamands, ils se disent, en fait, on est 2 fois plus nombreux que les francophones, quasiment, et on est pourtant dans un État belge qui pendant longtemps a été centralisé, etc. Et donc évidemment, ça a participé au développement d'un autonomisme flamand, même d'un nationalisme flamand, qui aujourd'hui a pris une part très importante dans la société. Alors, en Flandre, parmi les mouvements nationalistes, il y en a 2 principaux mouvements nationalistes flamands. Le premier, c'est la NVA. C'est un mouvement, on va dire, ce serait l'équivalent ici peut-être des républicains, quoi. C'est-à-dire un mouvement de droite, peut-être quand même plus dur que les républicains sur les questions d'identité, d'immigration, etc. C'est un mouvement à l'origine qui est nationaliste flamand, donc ils défendent les droits des Flamands, un État plutôt confédéral, voire l'indépendance totale. Et donc, il y a un deuxième parti, donc c'est droite, on va dire droite plutôt libérale, classique, et il y a un deuxième parti qui nous intéresse particulièrement à nous, qui est le Vlaams-Belang, qui est donc, et pas le Vlaams-Belang, qui est un parti nationaliste flamand, très proche de nos idées, on va dire sur une droite populaire. C'est un parti qui enregistre des scores de mieux en mieux. Alors je vous ai mis ici les derniers scores, enfin l'évolution des scores du parti entre 1995 et 2019. Alors bon, il a connu déjà une première période jusqu'à 2004 où il montait bien. Aujourd'hui, les dernières élections, c'était 18,5. Mais il y a des élections en 2024 en Belgique pour le Parlement flamand, et on s'attend à un raz-de-marée du Vlaams-Belang, et probablement que le Vlaams-Belang sera, c'est même une quasi-certitude, le premier parti de Belgique, et de loin. La difficulté qui se pose aujourd'hui en Belgique, c'est que la NVA, elle est déjà... alors,
pour faire simple, pendant longtemps, l'État belge a été un État unitaire, un peu comme la France, quoi. Et puis, ils ont fini par devenir un État pas confédéral, un État fédéral, un peu plus bordélique, avec plusieurs parlements. Alors, on a un parlement fédéral qui concerne toute la Belgique. Après, il y a les régions, donc Flandre-Wallonie notamment. Ensuite, il y a les communautés linguistiques, puisqu'il y a des communautés linguistiques, il y a une minorité allemande, des néerlandophones, des francophones. Et finalement, même on pourrait rajouter une quatrième langue qui est le wallon, qui ne bénéficie pas d'une grande reconnaissance. Mais donc on est sur d'une certaine manière, une espèce de patchwork administratif comme ça. Et donc la question se pose aujourd'hui, justement, de quelle direction on va. Est-ce qu'on va vers plus de régionalisation, encore plus d'autonomie pour les régions, ou bien justement une refédéralisation des compétences et une recentralisation de l'État. Et donc typiquement, le parti de la NVA ou le parti du Vlaams Belang sont plutôt pour aller dans un sens de l'autonomie. La NVA, aujourd'hui, est au gouvernement en Flandre, et ils gouvernent. Alors, en fait, si vous voulez, ils ont choisi de gouverner non pas avec le Vlaams Belang, il n'y a pas eu là-bas non plus d'union des droites, comme certains l'espèrent aussi dans le cas français. Il n'y a pas vraiment eu d'union des droites, et la NVA, en fait, a préféré s'allier avec des partis centre-droit, centre-gauche, pour former un gouvernement, plutôt que de s'allier avec le Vlaams Belang. Cependant, il y a quand même des contacts évidemment entre certaines personnalités de la NVA, certaines personnalités du Vlaams Belang, et d'ailleurs même parmi les électeurs, il y a un certain nombre de gens qui peuvent passer de l'un à l'autre, etc. En tout cas, voilà, certains attendent une collaboration entre les deux. C'est pas persuadé qu'elle arrive, et justement en 2024 on risque d'arriver à une crise politique en Belgique qui va être très intéressante à suivre à mon avis, puisque le Vlaams Belang va gagner les élections flamandes, c'est une certitude. Sauf que, avec qui ils vont faire un gouvernement? Est-ce que la NVA va accepter de faire un gouvernement avec eux? Et dans ce cas, si la NVA accepte de faire un gouvernement avec eux, ça veut dire qu'on a deux partis nationalistes au pouvoir, et donc potentiellement une autonomie, la confédéralisation de l'État, enfin peut-être un État flamand qui va naître. Mais la question se pose, parce que est-ce que justement la NVA va pas faire front avec les autres partis qui eux ne sont pas nationalistes et qui sont plus front commun contre le Vlaams Belang? La question se pose, et donc en 2024 ça va être très très intéressant à suivre toutes ces questions-là. Alors, dernier mot que je voulais dire sur le Vlaams Belang, puisque je considère personnellement que c'est, d'une certaine manière, et pas que d'une certaine manière, c'est un modèle politique pour nous qui sommes sur une double ligne, à savoir défense d'une identité locale, en tout cas d'une nation sans État, comme l'est la Flandre, et puis à la fois des idées de droite populaire au sens large. Le Vlaams Belang, la grande force qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi déjà à créer, à partir d'un noyau, comme tous les partis, vous me direz, mais à partir d'un petit noyau, ils ont réussi à créer un parti de masse aujourd'hui qui fait des scores électoraux exceptionnels, comme vous le voyez. Et ce qu'ils ont réussi à faire, la grande force pour moi du Vlaams Belang, c'est qu'ils ne se sont pas coupés des groupes plus politiques et plus activistes. C'est-à-dire en Flandre, que ce soit en Flandre belge, ou même pour certains groupes aux Pays-Bas aussi, mais principalement en Flandre belge, il y a plein de petits groupes, comme il y a ici, vous voyez, tous les groupes politiques, comme on peut l'être même, des groupes politiques qui gravitent, politiques, culturels, etc., activistes, qui gravitent dans la galaxie politique, et eux, ils en ont aussi énormément. Alors, il y a les jeunes du NSV, il y a maintenant de Huizenbond qui défend l'unité entre les Pays-Bas et la Flandre, il y a Schrillen Vrienden, justement, qui travaille d'ailleurs avec les identitaires parfois à Lille. Donc il y a plein de petits groupes comme ça, qui sont des groupes activistes qui défendent soit l'idée néerlandaise, soit vraiment le nationalisme flamand sur une ligne un peu plus dure et plus politique, si vous voulez, plus doctrinale. Et ces gens-là ne sont pas, à la différence de ce que fait le Rassemblement National, ces gens-là ne sont pas rejetés du tout par le Vlaams Belang, bien au contraire. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont députés aujourd'hui au Vlaams Belang, ou même attachés parlementaires, etc., qui viennent de ces groupes-là. Et justement, ils utilisent ces groupes-là d'une certaine manière comme des viviers de militants, c'est-à-dire ces groupes activistes se chargent de la formation de ces gens-là, et après ces gens-là se retrouvent députés, attachés parlementaires, etc. Mais c'est pas du tout au Rassemblement National, ils prennent un peu le premier mec qui vient, on se retrouve avec des types qui n'ont aucune formation politique, qui se retrouvent avoir des fonctions politiques. Là, c'est tout l'inverse, c'est des gens qui sont formés dans des groupes proches de nos idées, si vous voulez, et qui finissent par avoir des responsabilités politiques réelles. Et donc en ça, pour moi, c'est un véritable modèle dont il faut s'inspirer. Voilà pour la partie politique.
Et à la manière de Guido Bourrel qui ne donne pas vraiment de conclusion, je ne vais pas forcément en donner, non, j'exagère un peu, il parle tout simplement, il a une toute dernière petite réflexion sur justement la Flandre, une nation en devenir. Vous l'avez compris, Guido Bourrel, il ne s'en cache pas, c'est un militant flamand, favorable, je pense, à l'indépendance de la Flandre, et favorable au sens large à l'idée néerlandaise. Et lui, justement, se pose la question à la fin de est-ce qu'un jour la Flandre sera une nation. Et donc il le place justement, il le dit à la fin, la Flandre, comme l'Écosse et la Catalogne, a bien le potentiel d'une nation en devenir.